et beau printemps, bande de marcheurs sur votre tube. J'espère que vous allez bien. On est le 15 mars 2024. Je reviens tout juste de la mer. Il y avait du soleil hier, il y avait du soleil ce matin, mais je crois que la pluie arrive par le sud. Dès qu'il y a un rayon de soleil, moi je file à la mer, parce que je ne sais pas combien de temps il va rester en ma compagnie. Bon, est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis à l'avance? Ou est-ce que je suis juste à l'heure? J'ai couru après Alice, qui courait elle-même après le lapin. Je ne sais pas combien de temps je suis restée absente. Moi aussi, je suis tombée dans le terrier. Bon, mais comme Alice, j'en suis revenue. Et je peux aujourd'hui vous expliquer ce que j'ai compris de la traduction du guidebook. Donc, j'ai traduit. Donc, ça met un certain temps de traduire, mais c'est tellement agréable. On apprend tellement de choses. Alors, des nouvelles. Ces nouvelles sont les suivantes. Eh bien, finalement, Karen Mahoney et Alex Lukolov ont répondu à ma demande, ce qui a eu le mérite de clarifier la situation. Ils ne souhaitent pas que je partage mon écrit en français avec les personnes intéressées, les abonnés de ma petite chaîne. Voilà, ils sont très attachés au copyright et protègent leur création, ce que je comprends tout à fait. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc je me suis engagée à ne pas partager mon écrit. Donc, pour respecter ce copyright, voilà, je ne peux pas lire beaucoup d'arcanes. Voilà, je peux partager un contenu oralement sans, comment dire, découvrir l'ensemble de la création. Enfin, c'est du moins ce que j'en ai compris. Voilà, donc aujourd'hui, me revoici pour partager des éléments de compréhension par rapport à ce tarot. Donc, j'ai choisi d'aborder de manière synthétique les arcanes et de vous lire de courts extraits. Alors aujourd'hui, je propose une approche du tarot avec une approche des majeurs. Et puis, si cela vous intéresse, et uniquement si cela vous intéresse, je proposerai donc une vidéo sur les mineurs. Et puis, j'avais envie aussi de partager une narration du deuxième conte d'Alice, c'est-à-dire de l'autre côté du miroir, avec des illustrations de Monsieur Téniel et peut-être aussi des illustrations de Rackham, donc pas nécessairement les illustrations du tarot d'Alice, qui sont magnifiques. Et d'ailleurs, à ce propos, en fin de guidebook, vous trouverez non pas un résumé, des deux contes d'Alice dont il est question dans ce tarot, puisque dans ce tarot il est question des deux contes, c'est-à-dire Alice au pays des merveilles et puis de l'autre côté du miroir. Donc les auteurs ont prévu un chapitre entier avec des séquences significatives de ces deux contes, de manière à ce que vous puissiez faire l'aller-retour entre les arcanes qui sont présentes dans ce tarot. Arcanes qui sont des séquences, en fait, des séquences de contes
Pour les personnages de cour, il me semble que c'est plutôt le deuxième conte, hein, c'est plutôt de l'autre côté du miroir. Donc des séquences du conte, donc des arcanes très parlants, excepté donc pour les personnages de cour. Là, ce ne sont pas des séquences, ce sont plus des individualités, bien sûr, qu'on retrouve dans un chapitre à part. Les personnages de cour sont détachés de leur costume et font partie d'un chapitre à part entière. Si vous êtes amené à traduire ce livre, qui est une mine d'informations, vous en apprendrez autant sur la cartomancie, donc signification du rider, mais aussi beaucoup de tirages. Des tirages donc à 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes, beaucoup de tirages à 5 cartes, dont le fameux tirage de Prague. Vous trouverez aussi des conseils sur le protocole de tirage, sur l'interprétation des cartes. Et ayant traduit en fait ce guidebook, il m'a semblé que le principal conseil qu'elle donnait, c'était dans un tirage, quand vous faites un tirage, n'interprétez pas la carte pour ce qu'elle est, mais interprétez la carte dans ce qu'elle est bien sûr, mais dans son voisinage. Alors, oui, ce que j'ai bien aimé dans ce deck, au niveau des cartes, c'est d'abord la sensation papier, la sensation carton, que moi je retrouve davantage ici par rapport à certains decks qu'on trouve maintenant. Et puis surtout, j'aime bien ce côté hyper réaliste des personnages qui constitue un contraste important avec la situation surréaliste dans laquelle il se trouve. Et j'aime bien ces éléments qui sortent du cadre. Ici des jambes, là un livre, ici le fil de la pelote qui sort du cadre. Je trouve que c'est fantastique. Voilà. Vous dire également que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un tarot qui s'appuie sur les 2 contes d'Alice au pays des merveilles et puis du miroir. C'est un tarot qui est basé sur les contes et non le film de Tim Burton. Elle met l'accent là-dessus. C'est important parce que, en fait, quand vous serez amené à traduire ce livre, si vous le faites, ou des parties de ce livre, vous verrez que c'est un travail très très documenté sur l'œuvre de Lewis Carroll, sur le personnage de Lewis Carroll, sur la relation de Lewis Carroll avec Alice Liddell, qui est donc sa muse pour ses contes, sur l'époque victorienne, sur les habitudes de vie de cette époque victorienne. Donc c'est vraiment intéressant. Je vais vous parler maintenant un peu plus précisément de ce tarot. Je voudrais vous dire que pour rendre hommage au travail des créateurs, que ce tarot, c'est un magnifique tarot d'Alice, c'est le résultat de 5 années de travail. Donc c'est considérable. Chapeau. Donc ces 5 années, ça comprend la conception du tarot en lui-même, bien sûr la connaissance des contes, des illustrations, la fabrication des costumes, la photographie des modèles, les peintures numériques et puis leur combinaison. Et récemment, je suis allée faire un tour encore sur leur site pour guetter un petit peu les Bohemian Cat. Voilà, le théâtre des Bohemian Cat, je ne sais plus exactement comment s'appelle le deck.
Et encore une fois, j'ai été frappée par l'artisanat, même plus l'art en fait de Baba Studio dans la fabrication des costumes, des broderies, du théâtre, des personnages. C'est époustouflant, quoi. Je trouve ça passionnant, moi, vraiment. Alors, oui, je vous disais que dans le tarot d'Alice, on retrouve deux contes. Et ce sont des contes avec une imagerie propre, un imaginaire dense. Donc, en fait, la difficulté des créateurs a été de, relativement au tarot et plus particulièrement au rider, d'intégrer cette imagerie au rider tout en respectant l'œuvre du créateur Lewis Carroll. Donc, ils ont préféré dépeindre des séquences qui pouvaient correspondre au rider plutôt que de faire un clone du rider. Ça aurait même été un clone d'ailleurs. Parce qu'on imagine mal Alice courir avec une épée, le chapelier jongler avec des deniers par exemple, quoique la seule séquence qui a été ajoutée qui ne correspond pas au conte et qui, je pense, ne correspond pas au film non plus d'ailleurs, enfin oublions le film, ça a été ce 10 des pièces où on voit le chapelier jongler avec des gâteaux. Une séquence ajoutée, et ajoutée pourquoi? Parce que les personnages du conte d'Alice, ce ne sont pas vraiment des personnages sympathiques, rigolos, joyeux. C'est pas quand même un univers qui respire le bonheur, la joie de vivre. Donc, je pense que c'est aussi pour cette raison qu'ils ont été amenés à rajouter, par exemple, cette séquence. Alors, dans le guidebook, en fait, l'autrice, donc, comme vous avez pu le remarquer, a indiqué la signification traditionnelle au niveau des mots-clés, signification traditionnelle du rider. Et pour Alice, et vous verrez, je vous lirai par exemple des extraits dans les majeurs de l'étoile, la star, et vous verrez comment en fait ces significations d'Alice rajoutent des nuances à la signification du rider. Donc c'est intéressant, enfin moi de manière générale, ayant traduit l'autre également, du bohémien gothique, je trouve que ça élargit notre point de vue. Alors oui, donc comme je voulais vous dire également que dans ma vidéo sur les mineurs, pour les mineurs je mettrai la carte d'Alice et puis la carte du rider à côté, ce qui vous permettra vraiment, peut-être, je trouve, de faire mieux l'aller-retour. Alors, c'est un deck en fait qui se prête bien à un travail d'association, voilà, justement. Et puis, les défenses qu'on peut avoir, elles sont davantage levées parce qu'il y a un aspect ludique dans ce deck. Oui, donc pour continuer au niveau des cartes, je voulais vous dire que dans le deck d'Alice, on va trouver que les cartes qui sont d'ordinaire assez sombres dans le rider sont plus positives dans ce deck. Elles sont plus stimulantes, elles ont une vision plus dynamique. C'est intéressant. C'est particulièrement visible dans la suite des épées, donc je pense aux 9 d'épées qui se situent dans l'histoire de la traversée du miroir. C'est le moment où Alice renverse la table. L'instant d'après, elle se retrouve dans sa propre maison, sûre, et le monde du miroir s'estompe dans un curieux souvenir. En termes d'échec, cette scène dans laquelle Alice renverse la table puis ramasse
la reine rouge représente la capture de la reine rouge par la reine Alice et l'échec et mat du roi rouge. En d'autres termes, les pièces blanches qui ont toujours été beaucoup plus gentilles et moins agressives sont les gagnantes. Et puis, je pense également au 8 d'épée qui nous fait sourire par le surréalisme de la situation et en même temps, je trouve qu'il la renseigne bien. Et puis aussi dans la mort, l'autrice nous rappelle que dans le conte d'Alice, personne n'est décapité. Malgré la furie qui hurle à tout va « qu'on lui coupe la tête !» eh bien, personne n'est décapité. Par contre, c'est pas le cas des figures de cour. Figures de cour qui sont abordées par le côté un peu vulnérable de la personnalité, le côté moins sympa, quoi. Voilà, le côté un peu plus étriqué, quoi. Ce qui se cache un peu derrière, quoi. Voilà. Quand on traverse le miroir, ce qui est un petit peu derrière. Bon. Alors, avant d'aborder le tirage que je voulais vous proposer, je voulais vous lire quelques conseils qu'elle donne au sujet des tirages et qui conviennent particulièrement donc au tirage que je vais vous indiquer tout à l'heure, le tirage de la Tea Party. Elle dit, dans un tirage des arcanes d'Alice, tout n'est donc peut-être pas comme il semble l'être. Hein, traverser les apparences. Donc cherchez les images dans les images des choses qui ressemblent peut-être à quelque chose d'autre. Essayez de regarder le tirage pendant quelques secondes avec les yeux mi-clos et puis ensuite accueillez ce que vous voyez. Elle dit aussi, réalisez que quelque chose que vous voyez dans une carte peut être présent dans une autre carte, mais d'une manière transformée et pas immédiatement reconnaissable. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut appliquer, bien sûr, aux riders classiques. En marge d'une lecture, par exemple, ou comme proposition première, vous pouvez demander au requérant, donc au demandeur, de regarder les images sur les cartes et de vous dire si l'une d'entre elles ressemble à des rêves dont il se souvient, pour produire un travail associatif. Donc c'est intéressant. Si c'est le cas, demandez-lui de raconter le rêve afin que vous puissiez tous les deux réfléchir à la façon dont il est lié à la lecture globale. Ben oui, je trouve que c'est pas mal. Alors maintenant, le tirage de la Tea Party. Donc, le tirage de la Tea Party, c'est un tirage qui est, moi je trouve instructif, étrange, et qui laisse libre cours à l'association. Il rassemble des personnages emblématiques du tarot d'Alice et avec leurs problématiques propres, et c'est eux qui sont chargés de la question qui est posée. Donc je trouve que c'est un bon moyen mémotechnique. La première carte, ce sera la carte d'Alice. Elle va vous dire qui suis-je en ce moment. Comment vous vous définissez à ce moment-là avec cette carte. La deuxième carte, ça va être la carte du chapelier fou. Elle va vous dire « Raconte-moi un fait inhabituel et fou sur moi-même ». La troisième carte, le lièvre de Mars, elle va dire « Raconte-moi-en un autre ». Le Loir, c'est la quatrième carte. Quels devraient être mes rêves? Alors celle-ci, j'aime moins cette question-là. Moi, je verrais plutôt c'est quoi mon rêve? Voilà. De quoi je rêve? De quoi je rêve? Et maintenant, je vais vous parler un peu plus précisément du deck d'Alice. Donc, on ne présente plus Lewis Carroll. On ne présente plus Alice au pays des merveilles. Bon, Lewis Carroll, deux mots. Nom de plume, Charles Dodgson, mathématicien
essayiste de son état, fan de jeux, célibataire et sans enfant. Au premier abord, en fait, ces deux contes qui sont présents dans le deck nous font plonger dans l'inconnu, le surréalisme, l'absurde, l'étrange. Alors le conte d'Alice, c'est un univers relationnel cocasse, mais compliqué. Les personnages ne se comprennent pas, ils se mettent en colère, certains sont cruels. Je pense par exemple à la scène du Loir qu'on met dans une théière dans le 9 de coupe, encore que. On apprend justement dans la traduction qu'à l'époque victorienne, il était apparemment courant, voilà, on va dire, moi je pense plutôt dans certaines classes, que le Loir soit un animal de compagnie qu'on faisait dormir dans une théière dans laquelle on mettait de la paille. Bon. Ce Loir qu'on met quand même de manière un peu brutale hein, dans cette théière. Je pense aussi à la reine, bien sûr, qui ordonne les mises à mort. Je pense par exemple à la duchesse avec son bébé. Bon, c'est pas une maman très tendre. Et puis, ce sont souvent des personnages impolis, ce qui devait choquer quand même à l'époque, parce que c'était quand même une société très codifiée. Donc je pense que ça devait être assez provocateur. Donc je pense par exemple au 10 de coupe où Alice s'invite à la tea party malgré le refus du lièvre de Mars et du chapelier fou. C'est ce 10 de coupe en fait qui dresse le portrait de la famille qu'on voit dans le Rider-Waite. Et c'est pas anodin. Parce que dans le tarot d'Alice, il n'y a pas vraiment de scène de famille, déjà. Hein, mais bon, on peut comprendre, venant de Lewis Carroll. Et puis, il n'y a pas vraiment de famille heureuse. Hein. De manière générale, les gens ne sont pas épanouis. Bon. Et puis surtout, tout le monde est fou. Et pour autant, ce chaos côtoie l'enthousiasme. Je pense à la discussion des animaux pour trouver une solution afin de se sécher dans la course, après la course à la comitarde. Entre parenthèses, course à la comitarde parce que c'est une référence au comité qui existait à l'époque, donc comité politique et autres, au sujet desquels il avait un regard apparemment pas très approbateur. Alors, je trouve que c'est aussi un deck où il y a de la rébellion. D'abord, Alice s'oppose à la reine, elle s'oppose au lapin, quand il veut la déloger par la force. Dans cet univers absurde, ce que j'ai vraiment retenu, c'est la mise en scène du dialogue intérieur d'Alice, qui se pose des questions existentielles. Questions, bien sûr, sur le rapport à la transformation. Il y a un questionnement constant sur l'identité au cœur et puis au cours du processus de transformation. Ça fait vraiment écho aux questions que je me posais quand j'étais petite. Dans les aventures d'Alice, Alice est confrontée à l'apprentissage du contrôle de sa taille et par conséquent des situations dans lesquelles elle se trouve. Puis il y a aussi le rapport au réel. Mais là je suis dans un rêve. Le rapport au temps. Donc il y a des thèmes importants du développement personnel. Les tâches d'Alice sont de construire son ego, d'élargir sa conscience, de rétablir son soi. L'enfant dit Jung représente l'impulsion la plus forte, la plus inéluctable de tout être, à savoir l'impulsion de se réaliser. C'est peut-être pour ça que Lewis Carroll était attiré par Alice Liddell, entre parenthèses, attirée par l'enfant de la famille Liddell qui était la plus jeune. Je crois qu'elle avait 6 ou 7 ans. Donc à travers les rencontres d'Alice avec divers personnages et situations, le conte explore des thèmes tels que le fait de grandir, le questionnement sur notre réalité, la quête du sens. Ces thèmes entrent en résonance avec les explorations
psychologique, de la découverte de soi et de la croissance personnelle. Elle rencontre des énigmes, des paradoxes qui l'obligent à penser de manière critique et à résoudre des problèmes. Et ça, je trouve aussi que c'est un aspect chouette que j'aime bien, moi, dans le conte. D'autant qu'à cette époque, à mon avis, la docilité, la soumission de l'enfant devait, à mon avis, être forte. La métamorphose se produit à la suite de la transgression des règles. Ici, se montrer imprudent, c'est suivre un lapin dans un tunnel. L'aventure commence avec l'ennui. Parce que c'est parce qu'Alice s'ennuie qu'elle commence à rêver. Et donc, ça nous renvoie aussi à la fonction de l'ennui, qu'on ne connaît plus dans la société dans laquelle on vit, dans cette société de consommation à outrance des écrans. Mais l'ennui, c'est créatif. Alors, c'est aussi un conte qui nous suggère de manière puissante les voyages spirituels, la traversée du miroir. Il y a cet aspect psychologique, traverser les apparences, mais il y a aussi un aspect chamanique. D'autant que Alice, en fait, se retrouve avec des animaux guides, comme ce qui est décrit des voyages des chamans. D'ailleurs, Alice, elle consomme aussi des champignons. Quand vous sortez du conte d'Alice, quand vous sortirez du tarot d'Alice, eh bien vous sortirez changé, très certainement de l'intérieur. Alors je vais vous parler maintenant des majeurs. Avec le lapin blanc. Un événement semble soudain magique. Eh bien, ce lapin blanc, dans le tarot d'Alice, c'est le magicien. L'autrice écrit « Il représente l'aspect masculin du couple magicien-grande prêtresse. » Et oui, ils franchissent tous les deux une frontière pour entrer dans un autre monde ou dans une autre conscience, dans lesquelles nous pouvons voir une nouvelle réalité. Elle dit aussi, comme la carte traditionnelle du Rider-Waite-Smith, le magicien a les 4 symboles de couleur à proximité. Un parapluie pour les épées, une montre pour les pièces, un grand pot en terre cuite pour les tasses et 7 clés pour les baguettes. Et d'ailleurs, cette clé, c'est en effet la même clé qui permet à Alice de passer de la salle des portes au pays des merveilles lui-même. Le magicien nous dit que celui qui détient la clé n'est pas limité par la réalité, mais il peut réaliser sa propre vie, ses propres manifestations de l'impossible. Il nous dit que la magie est la réalité, si seulement vous pouvez ouvrir la porte dans votre esprit. J'aime bien aussi ce qu'elle dit au sujet de l'impératrice, la duchesse dans Alice au pays des merveilles. L'impératrice traite des aspects symboliques, plus spirituels du monde naturel et de la maternité, tandis que la reine des pièces, elle, est une expression plus réelle, plus pratique des qualités de la maternité et du lien avec la nature. Et aussi parce que la duchesse est si loin d'être un parent idéal. C'est ici, avec la duchesse, une mère abusive. Dans une lecture, cette carte peut indiquer un besoin d'examiner de près les relations mère-enfant dans la vie du demandeur. Je trouve ça très intéressant. Quelques
mots sur les 2 cartes des amoureux. Les créateurs ont donc déjà proposé 2 cartes des amoureux dans d'autres jeux, dans leur précédent deck. On pu constater, nous dit l'autrice, que ce choix était judicieux car ensemble, les 2 cartes permettent peut-être d'évoquer différents aspects. Le choix, entre guillemets, de l'illustration n'a pas dû être simple, car il n'y a pas de romance dans ce conte et les couples existants semblent mal assortis. Aussi, 2 cartes ont été proposées. La première, c'est celle du morse et du charpentier. C'est une illustration qui, dans le conte, a fait beaucoup couler d'encre et la question de son choix reste ouverte. Cette illustration présente donc des amoureux non conventionnels. Et oui, non conventionnels parce que, en fait, c'est un couple de prédateurs. Bon, travaillent néanmoins ensemble. Alors, la deuxième carte des amoureux, ce sont 2 flamants roses. C'est une illustration présentant une relation plus traditionnelle qui peut évoquer les alter-ego. Ego, vous choisissez l'orthographe. L'illustration peut sembler plus facile à traiter dans le cadre du tarot, peut-être. Aussi, cette illustration des flamants, présente dans le jeu de croquet, peut être vue comme un partenariat plus conventionnel en évoquant différents aspects. L'ermite est plutôt lugubre avec la fausse tortue. La fausse tortue, c'est un personnage triste, seul, qui pleurniche sans arrêt. Il n'y a pas d'épée ou de balance pour la justice. Ici, la justice est sombre, remplacée par le conte de la souris qui raconte un chat juge et jury qui condamnera à coup sûr la souris. Avec le pendu, on retrouve le chat du Cheshire, avec mon bel accent. Et c'est intéressant parce que ce chat, c'est le seul personnage qui a un regard lucide sur les personnages du conte et sur lui-même. Il dit « Ici, nous sommes tous fous. Je suis fou, vous êtes folle. » Alors j'aime bien ce qu'elle dit au sujet de l'arcane mort. Le plus communément, dit-elle, c'est un arcane qui avertit de la mort de quelque chose qui a été important dans votre sens de l'identité. Dans les mots-clés de tempérance, elle dit notamment le besoin d'équilibre en toute chose, l'abandon d'une dépendance physique ou psychologique. Un peu de ce que vous aimez vous fait du bien. J'aime bien aussi ce qu'elle dit au sujet de la tour. Quelque chose qui semble catastrophique au moment de la catastrophe. Lorsque la tour apparaît dans une lecture, il est particulièrement important de regarder les cartes qui tombent, entre guillemets, autour d'elle. Elle donne ce conseil, comme je vous le disais, très souvent. Plus loin, elle dit « Une lecture peut nous avertir qu'un moment tour va se produire et nous aider à l'éviter s'il semble entièrement négatif. Ou cela peut nous permettre de nous préparer à faire face d'une manière constructive. Si c'est quelque chose que nous devons traverser pour changer et grandir, peut-être à la manière d'Alice. Je vais vous lire maintenant la carte de l'étoile, car je trouve qu'elle ajoute et complète la signification traditionnelle de l'arcane étoile, et puis elle est tellement poétique. Enfin, pour moi, vous me direz. Alors, la star. La star, ici, c'est la sœur d'Alice qui rêve au pays des merveilles.
Dans les significations traditionnelles du Rider-Waite, les mots-clés sont espoir, optimisme, atteindre une période de calme et de tranquillité après une période difficile, bonne santé, bien-être, la lumière au bout du tunnel, se sentir calme et serein. Dans les significations d'Alice, les mots-clés sont rêverie heureuse, désir de quelque chose de plus élevé ou de plus magique et mystique, s'autoriser à s'éloigner du quotidien, à se laisser aller à la fantaisie et à l'imagination. Quelqu'un à l'aube de l'âge adulte, le moment où vous regardez en arrière sur l'enfance et vers l'avenir, vers votre vie d'adulte. Donc la sœur d'Alice est de loin la femme adulte la plus sympathique du livre. Gentille, responsable, c'est une figure rassurante qui apparaît au début et à la fin des merveilles. Elle représente la clarté du monde réel qu'Alice laisse aux confusions et aux rêves du pays des merveilles et dans lequel elle retourne après ses aventures. La carte de l'étoile signifie l'espoir, une lumière dans l'obscurité. Vous vous souvenez, une lumière dans l'obscurité. Et la promesse du bonheur et de la sérénité. Elle peut également être synonyme de bonne santé, de récupération après une période de maladie. Notre choix de la sœur d'Alice pour cette carte est assez poignant, nous dit-elle, car nous nous rendons compte à la fin du livre que si Alice est assez jeune pour retrouver le pays des merveilles, et le fait d'ailleurs lorsqu'elle s'infiltre à nouveau à travers le miroir dans le deuxième livre, sa sœur, elle, est maintenant enfermée dans la réalité terne de la vie quotidienne. Cependant, elle peut rêver. Elle s'assit donc, les yeux fermés, et se croit à demi au pays des merveilles. Notre carte ajoute aux significations habituelles une implication supplémentaire de quelqu'un qui est encore capable, parfois, de se livrer à la nostalgie par les fantasmes, les imaginations de son moi, beaucoup plus jeune. Il y a une beauté particulière chez la personne qui accepte les responsabilités qui viennent avec l'âge adulte, mais qui se permet encore de se réjouir des espoirs et des rêves de son enfance. Et je crois que ça nous renseigne aussi sur le regard de Lewis Carroll sur l'enfance et sur l'âge adulte. Et après qu'Alice soit mise en position de l'ange gardien dans l'arcane du jugement, le voyage se termine joyeusement avec le monde et nous pouvons aller à la découverte de notre propre pays des merveilles. À bientôt peut-être pour une nouvelle histoire avec les mineurs, si et seulement si cela vous intéresse.